Salut tout le monde, c'est Loagon Game et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Yasha Aimée, les princesses démons. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je voulais vous inviter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, sans oublier d'enclencher la petite cloche. Sur ce, je vous laisse avec la grosse vidéo que je vous ai préparée car il y a beaucoup de choses à dire sur les derniers épisodes qui sont sortis. Allez, c'est parti! Avec tous ces épisodes, pour commencer, on a eu pas mal de rapprochements entre plusieurs personnages, à commencer déjà par Towa et Riku. J'ai beaucoup apprécié le rapprochement qu'il y a eu entre deux, même si on savait déjà plus ou moins ce que ressentait l'un et ce que ressentait l'autre. Mais surtout, j'ai apprécié le fait que Riku se confie à Towa sur le fait qu'il ait peur que celle-ci le rejette à cause de son lien avec Kirin Maru. Mais ça me repousse encore une fois dans une question. Que se passerait-il si jamais Kirin Maru mourait? Est-ce que Riku disparaîtrait-il lui aussi? Je pense que c'est vraiment une question sur laquelle il faudrait se pencher, parce que si jamais il y a une romance qui commence entre Towa et Riku, ça risque d'être un peu plus compliqué vers la suite. Mais bon, passons à un autre revers. Isui et Setsuna. Je crois que c'est le couple qui m'a le plus touchée. J'ai adoré découvrir une Setsuna un peu plus vulnérable, un peu plus sentimentale et qui se confie même à Isui et qui l'écoute. Et surtout, j'ai adoré enfin connaître un peu plus le personnage d'Isui. J'ai adoré écouter celui-ci parler de son passé, de son éducation, de son père, de sa comparaison avec ses sœurs et de son choix de devenir des exterminateurs de démons. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Mais surtout aussi, j'ai adoré Kohaku qui se confie à Towa et qui parle de son passé avec son père. Je trouvais ces deux personnages un peu trop mis en retrait et j'apprécie vraiment qu'ils se lancent un peu plus avec nos princesses. J'ai vraiment adoré et j'ai vraiment hâte de voir si ce développement va continuer. Parlons donc maintenant de Mohora. D'ailleurs, j'espère qu'on lui construira aussi une petite romance. On sait jamais, un petit démon loup qui passe par là. Ça pourrait être très drôle quand même, je maintiens. Mais bon, revenons donc sur le développement de Mohora. Dans les derniers épisodes qui sont sortis, on découvre une nouvelle facette de celle-ci. J'ai adoré voir son ingéniosité, son côté stratégique et surtout une Mohora protectrice, conciliante et surtout à l'écoute et un côté très doux que j'ai retrouvé un peu, qui m'a fait un peu plus penser à Kagome. Quand elle parle par exemple au frère de son ami, j'ai vraiment adoré ce petit côté-là quand elle lui dit « ton frère ne pourra jamais te détester ». J'ai vraiment apprécié les développements, on l'a vu se débrouiller toute seule. Parce que jusqu'à maintenant, avec Towa et Setsuna, on l'a vu un peu, celle qui fonçait un peu tête baissée, qui réfléchissait pas. Et là, non, on découvre qu'elle réfléchit, qu'elle a sa manière d'agir, qu'elle a ses stratégies et qu'elle a sa façon de faire. Mais surtout, j'ai adoré le fait qu'elle ait dit la phrase qu'elle n'est pas comme sa mère. Je vais m'expliquer tout de suite sur ce point. Donc, je vais m'expliquer un peu sur ce que je veux dire par « j'ai beaucoup aimé qu'elle dise qu'elle n'est pas comme sa mère ». Depuis le début que Mohora a commencé ses recherches, elle entend tous les exploits de ses parents contre Naraku, sa mère, la grande prêtresse qui avait un très grand pouvoir purificateur, et son père, le demi-démon chien, avec Tessaiga, ils ont tous les deux vaincu Naraku. Mais ce que j'ai adoré, c'est que finalement Mohora se démarque d'eux. Ses parents ont fait leur combat et elle fera le sien. C'est ce que j'ai compris lorsqu'elle a dit cette phrase, et c'est pour ça surtout que j'ai beaucoup apprécié ce moment. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne sur ce que j'avais dit précédemment sur d'autres vidéos, comme quoi Mohora apprendrait de nouvelles capacités spirituelles. Et c'est ce qui arrive d'ailleurs, et c'est même grâce à Miroku. Y aurait-il donc peut-être une rencontre Miroku-Mohora qui arriverait peut-être dans le futur? Parce que d'ailleurs, je vous rappelle que celle-ci va obtenir la perle noire. On l'a vu dans la bande-annonce du prochain épisode, elle saura tout simplement que ses parents sont bel et bien vivants mais enfermés dans cette perle noire. Mais dans ce cas, elle devra comprendre qu'est-ce que c'est et surtout comment les libérer. Soit pour moi, elle irait voir peut-être le démon qui a donné dans la saison 1 de Yasha Aimée la perle noire à Inuyasha, ou tout simplement les gens avec qui elle vient de prendre contact, c'est-à-dire les amis de ses parents, Miroku. Pour moi, ça me paraîtrait peut-être logique qu'elle aille le voir directement. Après, ce n'est qu'une théorie, nous verrons bien comment se débrouillera Mohora. Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'autre chose. J'aimerais que nous parlons un peu de Towa, de Rin et de Zero. Zero veut donc détruire Towa en utilisant les souvenirs qu'elle a obtenus dans la perle argentée et dorée. Nous parlons donc de la culpabilité de Towa, celle qu'elle porte depuis qu'elle a lâché la main de Setsuna. Mais cette culpabilité commence sérieusement à la mettre en danger et à la ronger. On le voit dans les combats, elle refuse de fuir par peur de faire la même erreur. C'est d'ailleurs ce qui la rend vulnérable. Mais je me rappelle une chose qu'avait dit Rion à Zero, qu'elles étaient toutes les deux prisonnières, mais prisonnières de quoi? Pour moi, c'est très simple.
Towa, Zero et Rion sont tout simplement prisonnières de leur deuil passé dont elles doivent absolument se libérer. On va revenir là-dessus un peu plus tard. J'aimerais maintenant qu'on attaque un peu le cas de Rin. C'est un peu le plus gros mystère. Pourquoi Rin ne veut pas que Setsuna coupe le lien qui lie sa vie à celle de Zero? Eh ben, sachez que j'ai trouvé un résumé du prochain épisode. Et finalement, le seul moyen de briser la malédiction de Zero serait que celle-ci mette fin à son ressentiment et fasse le deuil, comme Towa qui n'a pas pu grandir avec Setsuna. Zero doit absolument faire le deuil de son passé avec le général chien. Dans un souvenir de Zero, celle-ci pleure la disparition du général chien et dit qu'elle n'a pas pu le sauver malgré la prophétie. La mort du général chien aurait donc été prédite par la Shikon no Tama? Serait-ce en lien avec la fameuse roue du temps? Le général chien aurait-il l'élu de cette roue, ou même peut-être juste son gardien? Ou serait-ce finalement son ex-femme, qui d'ailleurs l'est actuellement et laisse Kirin Maru l'utiliser comme bon lui semble? Et d'ailleurs, c'est la mère de Sesshomaru. Après tout, on sait que Towa et Setsuna ont vu Hakaru, mais je me souviens pas pour l'instant que Mohora l'ait vu, donc serait-ce finalement les descendants de la mère de Sesshomaru ou les descendants du général chien lui-même? Ça, je vous laisse me répondre en commentaire ce que vous en pensez. Mais de plus, Kirin Maru le dit, seuls les descendants peuvent le voir. Mais alors la prophétie parlerait-elle de l'élu de la roue du temps? Ou serait-ce encore une fois de la machination de la Shikon no Tama, comme elle l'a voulu le faire avec Kagome à l'époque? Voici donc quelques images du prochain épisode. Towa et Setsuna qui se prennent dans les bras, mais celles qui nous marquent le plus sont les larmes d'Orion et de Riku. Pleurerait-il peut-être la mort de Zero? Et n'oublions pas que Mohora possède la perle noire, dans laquelle est enfermée Inuyasha et Kagome. Comment pourrait-elle les libérer? Je vous laisse me répondre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. À laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner sans oublier d'enclencher la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines sorties de vidéos. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bye bye!